Bienvenue dans Chroniques de survie, la série signée Bunker. Ici, nous revenons sur les histoires vraies de celles et ceux qui ont affronté l'extrême. Des naufrages impossibles, des disparitions en pleine nature, des chutes, des tempêtes, des accidents. Et pourtant, ils ont survécu. Jour après jour, décision après décision, nous analysons ce qui les a sauvés, leurs gestes, leur mental, leurs erreurs, et les leçons que nous pouvons tous appliquer. Parce qu'aucune survie n'est un miracle, ce sont des choix, des stratégies, de la volonté. Bienvenue dans Chroniques de survie, bienvenue chez Bunker. Avant de devenir un symbole de survie, Stephen Callahan était un navigateur passionné. Un homme simple, déterminé, qui voulait simplement traverser l'océan. Stephen Callahan n'était pas un marin ordinaire. Architecte naval, bricoleur de génie, il construisait lui-même ses bateaux. Depuis des années, il naviguait seul, se mesurant à l'Atlantique, avec une confiance forgée par l'expérience. Pour lui, la mer n'était pas un danger, c'était un refuge, un endroit où il se sentait vivant. En 1981, Callahan s'aligne au départ de la Mini Transat, une course transatlantique en solitaire réservée aux petits voiliers de 6-50 mètres. Il affronte des tempêtes, des nuits glaciales, des vagues monstrueuses, mais il en ressort plus fort. La mer m'a montré sa beauté et sa brutalité, écrit-il dans son journal. Après la course, il décide de ramener son voilier vers l'Amérique, un petit sloop de 6 mètres qu'il connaît sur le bout des doigts, Napoléon Solo. Ce bateau, il l'a pensé, dessiné et construit. C'est un compagnon de route, une extension de lui-même. Et pourtant, quelques jours plus tard, il le perdra pour toujours. Le 29 janvier 1982, il quitte El Hierro aux Canaries, direction Antigua dans les Caraïbes. Il note dans son journal « Je suis prêt, le vent est bon, le voyage sera beau ». Personne, pas même lui, n'imagine ce qui va bientôt se produire. Les premiers jours sont idylliques, le vent souffle comme il faut, la mer est calme, la vie à bord est simple et fluide. La nuit, Steven contemple les étoiles, le bateau danse sur les vagues, il se sent en parfaite harmonie avec l'océan. Mais sur l'Atlantique, la frontière entre la sérénité et le cauchemar peut disparaître en quelques secondes. Et dans la nuit du 4 février, tout va basculer. La nuit du 4 février 1982 est étrangement calme. Aucune lune, aucun repère, juste un noir, total, profond, presque oppressant. Napoléon Solo avance lentement, porté par un vent léger. À bord, Stephen Callahan dort, loin d'imaginer que cette nuit sera la dernière qu'il passera sur son bateau. 2 heures du matin, un choc violent, un impact sourd venu de nulle part. Le bateau se soulève, la coque gémit. Quelque chose vient de frapper Napoléon Solo. Baleine, débris, personne ne le saura jamais. Mais l'eau s'engouffre déjà dans la cabine, à une vitesse terrifiante. Steven jaillit de sa couchette. Il allume sa lampe, ouvre les coutilles, et voit la mer envahir l'intérieur. Le bateau coule, pas lentement, pas dans 1 heure, maintenant. En quelques secondes, il ne pense qu'à une chose, survivre. Il se russe vers son matériel, attrape ce qu'il peut, un couteau, quelques rations, des fusées de détresse, des outils éparpillés. Il essaie de conserver une logique, une méthode, malgré la panique. Chaque seconde compte, chaque erreur peut lui coûter la vie. Il parvient à sortir le radeau de survie, une masse orange qui ne se déploie dans la nuit noire. Le pont est déjà submergé, l'eau monte, glacée, inarrêtable. Steven sait qu'il n'a plus le choix, il grimpe dans le radeau, laissant derrière lui le seul bateau qu'il ait construit de ses mains. Quelques instants plus tard, Napoléon Solo se couche sur le côté, son mât touche l'eau, puis la mer le dévore en quelques secondes. Il regarde, impuissant, son compagnon disparaître sous les vagues. En 1 minute, il a perdu son navire, son abri et son monde. Le silence revient, un silence immense.
Il n'y a plus que lui, son radeau et des kilomètres d'océan noir tout autour. Pour la première fois, Stephen Callahan comprend la réalité de sa situation. Il est seul, minuscule, perdu dans l'Atlantique. Et personne ne sait qu'il est encore en vie. L'aube se lève après une nuit d'horreur, le voilier n'est plus qu'un souvenir englouti. Le silence est lourd, presque irréel. Stephen Callahan, épuisé, s'accroche au radeau. Le froid, la peur, l'incompréhension, tout se mélange. Il sait pourtant une chose, il veut survivre, il doit maîtriser ses émotions. Maintenant. Il respire profondément, une règle simple s'impose à lui. Ne panique jamais, la panique tue. Alors il décide de reprendre le contrôle, de transformer son chaos en stratégie. Première étape, l'inventaire. Il ouvre son sac, récupère ce que la mer n'a pas emporté. Quelques rations, un couteau, un multitool, une lampe, un carnet détrempé, des fusées de détresse et surtout, le plus important qui va lui sauver certainement la vie, 2 désalinisateurs solaires. C'est tout. Tout ce qu'il possède pour affronter l'Atlantique. Deuxième étape, sécuriser le radeau. Il inspecte les boudins, repère les fuites, il répare, renforce, nouvelle inspection. Le radeau est devenu sa maison, son abri, sa barque, sa dernière chance. S'il se dégonfle, il meurt. C'est aussi simple que ça. Troisième étape, l'eau. La plus grande ennemie du naufragé et la seule alliée indispensable à la survie. Il installe ses désalinisateurs solaires. Ces appareils produiront à peine quelques dizaines de millilitres chaque jour. Mais sans eux, aucune chance de tenir. Quatrième étape, préparer la recherche de nourriture. Il improvise des hameçons, récupère les poissons volants tombés dans le radeau, organise ses appâts, ses lignes, ses routines. Il sait qu'il n'a que quelques heures d'énergie avant que la faim et la déshydratation ne l'affaiblissent. Les heures passent, le soleil frappe, la mer s'étend à perte de vue. Personne n'apparaît à l'horizon. Steven réalise alors une vérité terrible. Personne ne sait où il est, personne ne le cherche. Il est seul, livré au courant de l'Atlantique. Mais au lieu de s'effondrer, il se relève. Parce que la survie commence par une décision, choisir de vivre. À la fin des 48 premières heures, Steven a établi une routine. Une routine qui va lui permettre de tenir, réparation, pêche, gestion de l'eau, observation du ciel, notes dans son journal. C'est dans cette routine que naîtra sa force, parce qu'en mer, la discipline, c'est la vie. Mais ce ne sont que les premières heures. Devant lui, il n'y a ni terre, ni secours, et juste un océan immense. Et 74 jours de combat à venir. Le troisième jour, un nouvel ennemi apparaît, le soleil. En mer, il n'y a pas d'ombre, pas de refuge. Aucune protection contre la chaleur, si ce n'est qu'un mince tissu au-dessus de la tête. La lumière est blanche, brûlante, elle frappe sa peau sans répit, déshydrate, affaiblie, aveugle. Steven écrit « Le soleil est un tueur lent, je peux gérer les vagues, mais pas cette chaleur qui me ronge. » Le sel, lui aussi, devient un poison. Il sèche les lèvres, fissure la peau, rentre dans les petites coupures et les transforme en blessures infectées. Tout ce qu'il touche s'abîme. Les cordages, les vêtements, son matériel et même son corps. Chaque frottement devient une douleur, chaque mouvement une brûlure. L'océan ne reste jamais calme longtemps. Le quatrième jour, la mer se lève, le radeau est secoué comme une feuille et Steven s'agrippe au boudin, tandis que les vagues tentent de retourner son fragile abri. Une seule vague plus haute que les autres et tout peut se terminer. Il renforce les attaches, resserre les cordes et protège comme il peut le matériel vital, ses désalinisateurs et ses rations. Puis vient la tempête. Pas une petite pluie, un chaos total. Le ciel s'ouvre, le vent hurle, la mer se déchaîne. Steven est ballotté, submergé, parfois entièrement immergé sous le radeau qui se replie. La nuit, il ne voit rien. Tout n'est que son, choc, eau,
et peur pure. Il prie pour que le radeau tienne, pour qu'aucune couture ne lâche, pour que son corps survive à cette nuit de furie. Et comme si cela ne suffisait pas, des silhouettes sombres apparaissent sous le radeau. Des requins, attirés par les poissons qu'ils pêchent, ou simplement curieux de ce petit objet flottant. Ils tournent autour de lui, frôlent les boudins, heurtent le dessous du radeau. Steven sait qu'un seul coup de mâchoire, une seule morsure dans le tissu, et l'océan aura sa victoire. Le jour brûle, la nuit glace. Les températures chutent brutalement, trempé, épuisé, affaibli. Steven grelotte jusqu'à perdre la sensation de ses mains. Soleil, sel, vagues, tempête, requin, froid. Dans les premiers jours, Steven affronte tous les éléments. Chacun peut le tuer, chacun teste sa volonté, mais il est toujours vivant, il observe, il s'adapte, il endure. Parce que la survie, c'est cela, c'est résister, tenir un jour de plus, puis un autre, puis un autre. Mais les éléments ne sont qu'un début. Très bientôt, c'est son propre corps qui va devenir son adversaire. Après plusieurs jours en mer, Steven le sent. Quelque chose se brise en lui. La faim devient une douleur sourde, profonde. Ses muscles s'affaiblissent, ses mains tremblent. Ses lèvres sont en sang. Il n'a plus de réserve, plus d'énergie, plus de force. Et pourtant, il doit continuer. La faim n'est pas un manque, c'est une torture. Le ventre se tord, les pensées se brouillent, le corps réclame ce qu'il ne peut plus fournir. La première fois qu'il mange un poisson cru, son estomac se révolte, mais il n'a pas le choix. Chaque bouchée est un combat. Il écrit dans son journal « La faim est devenue une obsession, je pense à la nourriture comme à un mirage ». Pour ne pas perdre la tête, il crée une routine. Un petit morceau de poisson, des micro-gorgées d'eau, puis de longs moments d'attente. Manger devient un rituel, une récompense. Une façon de garder un lien avec le temps. Les semaines passent, son corps fond. Il perd plus de 20 kilos. Il devient une silhouette fragile, mais déterminée. Même avec les désalinisateurs solaires, Steven ne boit jamais assez. Il est constamment déshydraté. Sa bouche colle, sa langue se fissure, ses pensées ralentissent. Vient ensuite un autre danger bien plus discret, les hallucinations. Le soleil, la faim et la solitude surtout. Créer un monde où la réalité se déforme. Il voit des formes dans les nuages, des ombres dans l'eau, parfois même des visages. Il le note lui-même. Je ne sais plus ce qui est vrai, je lutte pour rester conscient. Jour après jour, son corps le trahit, mais son mental, lui, reste debout. Steven se parle à lui-même, il se fixe des objectifs. Un lever de soleil à la fois, un poisson à la fois, une réparation à la fois. C'est cette discipline mentale qui le maintient en vie, longtemps après que son corps a abandonné. Le combat contre les éléments était terrible. Mais le combat contre son propre corps est encore plus cruel. Et pourtant, malgré tout, Steven n'a pas dit son dernier mot. Après des semaines de dérive, Steven commence à reconnaître certains signes. La couleur de l'eau change, de nouveaux oiseaux apparaissent. Il sent qu'il s'approche peut-être d'une zone plus fréquentée. Pour la première fois depuis longtemps, il ose y croire. L'espoir revient, fragile mais réel. Un matin à l'horizon, une silhouette apparaît, un voilier. Incroyable. Il est bien là devant lui. Steven s'agite, crie, agite un tissu. Son cœur bat à tout rompre. Il pense, c'est fini, ils vont me voir. Mais le bateau passe. Lentement, sans jamais le remarquer. Trop loin, trop petit, trop perdu dans l'immensité. Ce moment le brise presque, l'excitation retombe d'un coup, le silence revient, plus lourd que jamais. Il écrit dans son journal « J'ai vu la vie passer à côté de moi, comme si j'étais déjà mort ». Quelques jours plus tard, un cargo, un géant d'acier, un monstre des mers, à moins d'1 kilomètre. Steven hurle, allume une fusée, se met debout dans le radeau, prêt à tout. Un cargo est si proche qu'il entend presque ses moteurs. Puis il s'éloigne, sans le voir, sans jamais ralentir. Encore une fois, la vie lui échappe. Après ces faux sauvetages, le danger n'est plus dans l'océan, il est dans la tête. La déception, la frustration, la fatigue mentale, tout pourrait l'entraîner vers un choix fatal. Abandonner, une erreur mentale. Et l'histoire s'arrête là. Mais Steven refuse, une fois de plus. Il respire, il observe l'océan, il replonge dans sa routine.
Puis lentement, l'horizon change encore. Il distingue des algues inconnues, des oiseaux de mer, des signes que les navigateurs connaissent bien. La Terre n'est plus si loin. Il ne sait pas quand, il ne sait pas où, mais il sent qu'il se rapproche d'un monde où quelqu'un pourrait enfin le voir. L'espoir lui a presque coûté la vie, mais c'est aussi lui qui le maintient en mouvement. Et bientôt, cet espoir va prendre forme d'un bateau. Le matin du 76e jour, une silhouette apparaît au loin. D'abord un point, puis une tache sombre, puis un bateau. Un petit voilier de pêche. Un de ces bateaux côtiers des Caraïbes que l'on croise rarement au milieu de l'océan. Steven se redresse, il n'ose pas y croire. Son cœur bat trop vite. Le bateau se rapproche lentement, trop lentement. Steven attrape sa dernière fusée, ses mains tremblent, il vise le ciel et tire. Une gerbe rouge éclate dans l'air. Le vent la disperse, le bateau ralentit, puis il change légèrement de cap. Quelques minutes plus tard, le voilier de pêche est tout près. Un homme apparaît à la proue, il fixe Steven incrédule, les yeux écarquillés. On vient vers lui, après 76 jours, il n'est plus seul. Le pêcheur l'aide à monter à bord, Steven essaie de se lever, mais son corps ne répond plus. Ses jambes se flanchent, ses bras tremblent, il s'effondre dans les bras de ses sauveteurs. Ce n'est pas la mer qui l'a vaincu, c'est l'émotion. Le simple fait de toucher un autre être humain après 76 jours de solitude. Le voilier se dirige vers Marie-Galante, une île paisible de la Guadeloupe. Sur le pont, Steven reste allongé, trop faible pour parler, mais il observe la terre se rapprocher, les maisons, les palmiers, les couleurs. Il est vivant, contre toute logique, contre toutes les statistiques, contre tous les pronostics. 76 jours en mer, et il rentre chez lui. La première leçon que nous offre Steven Callahan, c'est la puissance du mental. Rester calme dans le chaos, reprendre le contrôle, transformer la peur en décision. Aucune compétence, aucun équipement ne peut remplacer un esprit préparé. L'important est d'entraîner son mental, anticiper, simuler, décider avant la crise, pour être prêt quand elle arrive. Steven a survécu avec presque rien. Un couteau, des outils, un radeau et sa capacité à improviser. Cette histoire rappelle que la survie ne dépend pas de la quantité de matériel, mais de ce que l'on sait en faire. Il faut privilégier l'essentiel, maîtriser ses outils, les tester sur le terrain, parce qu'un équipement que vous ne savez pas utiliser est forcément inutile. Ensuite, l'eau était l'enjeu numéro 1 de Callahan, et c'est le cas dans 90% des situations de survie. Sa routine, son rationnement, son usage méthodique de ces désalinisateurs solaires ont fait toute la différence. Il faut apprendre à filtrer, à stocker, à purifier l'eau, peu importe où l'on est. Sans eau, il n'y a pas de survie. Steven a également construit ses hameçons, réparé son radeau, inventé des solutions avec ce qu'il avait sous la main. C'est l'essence même du survivalisme et de la préparation, c'est l'adaptation avant tout. S'entraîner à improviser, à réparer, à détourner un objet pour un autre usage. Ce sont souvent des idées simples qui sauvent des situations complexes. Ensuite, sa routine quotidienne l'a maintenu en vie. Réparer, pêcher, produire de l'eau, observer le ciel et écrire. Cette discipline a stabilisé son esprit et protégé son corps. Il faut créer des routines de survie, en sortie, en expédition, en situation de crise, parce qu'une bonne routine, c'est de l'énergie économisée et du chaos évité. Enfin, la plus grande leçon, ne jamais abandonner. Steven a échoué à être secouru 2 fois, il a été ignoré par un cargo 1 fois, et pourtant il a continué. Il faut se souvenir que tant qu'on est vivant, on a de la chance, une seule décision peut tout changer, une seule minute peut tout renverser. Chaque histoire que nous racontons dans Chronique de survie est plus qu'un récit. C'est un enseignement, une boîte à outils mentale. Calme, préparation, ingéniosité, discipline et résilience, ce sont les piliers pour être un citoyen vigilant. Si cette histoire vous a appris quelque chose, si elle vous inspire à devenir plus résilient, plus préparé, alors n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Commentez pour nous dire quelles leçons vous retenez de cet épisode, likez si vous voulez d'autres chroniques de survie, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes Bunker. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, restez prêts et à bientôt pour une nouvelle chronique.